Alors, on a une source assez surprenante aujourd'hui. Mhm. C'est un ouvrage de 1902 qui s'appelle Character Building, euh, la construction du caractère de Booker T. Washington. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un livre au sens classique. Non, pas du tout. En fait, c'est une compilation de ses discours, des causeries qu'il donnait le dimanche soir aux étudiants de l'Institut Tuskegee. Des discussions très pratiques, très directes. Exactement. Le but, c'était de les outiller pour la vie. Du coup, notre mission, c'est un peu de décortiquer ces principes qu'il voyait comme essentiels pour se construire. Et même si ça a plus d'un siècle, c'est fou comme ça résonne encore. On parle de mentalité, d'éthique, d'honnêteté, Des thèmes universels, en fait. complètement. Je crois qu'on peut organiser ça autour de ces grands piliers. Le pouvoir de l'état d'esprit, l'initiative, la simplicité, et puis, surtout, cette idée de transformer le savoir en action. Commençons par la mentalité alors. Ça semble être vraiment la base de tout chez lui. Cette idée que la réalité, c'est surtout la façon dont on choisit de la regarder. Ah oui, il a une image parfaite pour ça. Celle du matin pluvieux. C'est ça. Elle est d'une simplicité redoutable. Exactement. Il nous dit, bon, imaginez deux personnes, elles se lèvent, il pleut, c'est gris. La première regarde dehors et... Et elle commence à se plaindre. voilà, le temps est horrible, son petit déjeuner n'est pas bon, tout va mal. Elle se concentre activement sur le côté sombre, quoi. Et la deuxième personne, dans les mêmes conditions, elle regarde la même scène, mais elle y voit autre chose. Oui. Elle remarque comment la pluie nettoie l'air, comment les feuilles brillent. Elle trouve du beau dans la grisaille. Et le point clé chez Washington, c'est que ce n'est pas de l'optimisme naïf, pas du tout. C'est une discipline, un choix conscient qui, pour lui, forge le caractère. Il est même assez dur là-dessus, je trouve. Il dit que la personne qui choisit le côté sombre est en général la petite personne, la personne misérable, celle qui est faible d'esprit. C'est une affirmation très forte. C'est très fort, oui. Mais il faut se remettre dans le contexte. Pour les jeunes auxquels il parle, qui partent de rien, le pessimisme, c'est une paralysie. Un luxe qu'ils ne peuvent pas s'offrir. C'est ça. Pour lui, l'optimisme, l'espoir, ce n'est pas juste pour se sentir bien. C'est le carburant de l'action. Il dit qu'il faut avancer avec un cœur et une tête pleins d'espoir. Sans ça, on ne construit rien. Et cette idée d'action, ça nous amène directement à son deuxième grand principe, l'initiative personnelle. Ah, son obsession. Son obsession, oui. Il ne voulait pas former des gens qui attendent des ordres. Il a une anecdote pour ça qui est tout sauf glamour. J'adore cet exemple. C'est brut, mais ça dit tout. Le leadership, pour lui, ça ne commence pas dans un bureau. Non, ça commence littéralement dans la boue. Il parle de l'étudiant qui est responsable de la porcherie. Hmm. Il explique que si le temps se rafraîchit, l'étudiant ne doit pas attendre qu'un prof lui dise « mets de la paille pour les cochons Il doit y penser lui-même, anticiper. C'est ça, l'idée. ». Voilà. S'il va pleuvoir, il répare le toit de l'abri sans qu'on lui demande. Et il conclut avec cette phrase que je trouve géniale. Laquelle? Si nous ne pouvons pas former un homme capable de s'occuper d'une porcherie, comment pouvons-nous espérer qu'il s'occupe des affaires de l'État ? Tout est dit. C'est la mentalité proactive. Et il le pose à ceux dont il dit, avec une formule terrible, qu'ils devraient payer un loyer pour l'air qu'ils respirent. C'est dur. C'est très dur. Mais ça montre son mépris pour la passivité. Il veut des gens qui ajoutent de la valeur. Et à l'inverse, il a cet exemple positif qu'il a marqué, l'histoire d'un jeune agent de fête dans un train. Oui, un gamin de 20 ans. C'est ça, et ce jeune, il ne faisait pas juste son travail, il était son travail. Il parlait de fret à tout le monde, il cherchait des clients pour sa compagnie. Il ne subissait pas son poste. Il l'incarnait. Et Washington est persuadé que ce jeune finira président de la compagnie. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'il ne faut pas attendre la permission d'être excellent. Il faut agir déjà comme la personne que tu veux devenir. Il y a un autre sujet qui l'agaçait au plus haut point, c'est le manque d'authenticité, le paraître. Ah, son fameux principe de la substance contre l'ombre. Exactement. Il détestait ça. Par exemple, une toute petite école de campagne avec un seul prof qui s'autoproclame université. Ça le rendait fou. Pour lui, c'est un signe de faiblesse. Pourquoi vouloir le titre avant d'avoir la compétence? La vraie force, elle est dans l'honnêteté, la simplicité. Mieux vaut être une excellente petite école. Qu'une université médiocre, exactement. La substance d'abord. D'ailleurs, il raconte avoir été très impressionné par un discours de John D. Rockefeller Jr. Le fils de l'homme le plus riche du monde, à l'époque. Et pas de citation en latin pour frimer, juste un message clair. La puissance de la simplicité. Voilà. Et cette obsession pour la substance, il l'applique à tout. L'exemple des jeunes couples qui se marient est à la fois drôle et tragique. Ah oui.
Il décrit ces mariages où on dépense une fortune qu'on n'a pas. On loue la redingote, la carèche à 25 $. Une somme énorme pour l'époque. Énorme. Tout ça pour épater la galerie pendant une journée. Et le lendemain, le couple retourne vivre dans une cabane miteuse d'une seule pièce. Ils ont eu l'ombre, l'apparence, mais ils n'ont pas la substance, le foyer stable. C'est une critique très actuelle finalement. Et cette quête de substance, elle passe par une honnêteté qui va bien au-delà de ne pas voler. Beaucoup plus loin. C'est être intègre quand personne ne regarde. Son exemple de la brosse à dents, c'est peut-être le plus puissant du livre. Racontez. Il demande aux étudiants, « Ce matin, dans le noir, avez-vous utilisé votre brosse à dents ? L'avez-vous fait parce que c'est une règle ou parce que vous ne pourriez pas vous sentir propre et droit sans le faire ? L'honnêteté, pour lui, c'est ça. C'est une affaire entre soi et soi. La fondation du caractère. C'est le mot. Et pour construire sur cette fondation, il faut des compétences. Ce qui m'amène à un point souvent mal compris chez lui, son éducation industrielle. Ah, le grand contresens. On imagine des gens qui apprennent juste à travailler dur. Alors que c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. L'éducation industrielle, c'est apprendre à mettre son cerveau dans son travail. C'est travailler intelligemment. Utiliser la science pour se faciliter la vie. L'exemple de la crèmerie de l'Institut est parfait pour ça. Avant, faire du beurre, c'était... Une corvée épuisante. Il fallait baratter pendant des heures. Mais à tout ce qui est G, ils n'apprenaient pas ça. Ils apprenaient à utiliser une machine, une écrémeuse, où il suffisait de tourner une manivelle. Meilleur résultat, moins d'efforts. L'intelligence appliquée. Et c'était une question de survie économique pour lui. Comment ça? Il voyait que des métiers traditionnellement exercés par les Noirs, barbiers, blanchisseurs, cuisiniers, leur échappaient. D'accord. Et il se demandait pourquoi. La réponse était simple. D'autres arrivaient et appliquaient à ces métiers des compétences commerciales, de l'innovation, de l'élégance. C'est l'exemple du barbier. Il oppose celui qui travaille dans un petit trou sale À celui qui ouvre un salon de coiffure sur l'avenue principale, avec des miroirs, des tapis. Il ne coupe pas juste des cheveux. Il crée une entreprise, une expérience. Il a dignifié le travail. Et la leçon de Washington est brutale. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Il faut viser l'excellence, quel que soit le métier. Le transformer en art. Il y a une dernière qualité, et là on sent que ça le rendait fou, personnellement. Le manque de fiabilité. Ah oui. Le manque de fiabilité, c'est le dernier pilier, mais peut-être le plus important. Il raconte, avec exaspération, ses galères avec des cochers qui arrivaient toujours en retard. On sent son agacement, oui. Mais il en tire une analyse économique. Il rapporte les plaintes des employeurs qui disaient « Je ne peux pas compter sur mes ouvriers ». C'est ça. Certains ne viennent pas le lundi car ils ont tout dépensé le week-end, d'autres partent sans prévenir. Pour Washington, ce n'est pas un détail. C'est un obstacle fondamental au progrès. Absolument. Il dit que le manque de fiabilité ferme toutes les portes. Comment vous confier des responsabilités si votre parole ne vaut rien? La réputation, c'est un capital. Il a une histoire magnifique pour prouver ça. Celle d'un homme de couleur qui était caissier principal dans une grande entreprise à Philadelphie. Un poste d'une confiance immense. Colossal. Et son patron, un blanc, a confié à Washington qu'il subissait des pressions pour le remplacer. Mais il refusait. Et sa raison était simple. Je garde cet homme parce que je peux lui faire une confiance absolue. Il est fiable. Son caractère était devenu son plus grand atout économique. Plus fort que les préjugés. La confiance, démontrée par les actes, c'est une force irréfutable. En résumé, ce qui est frappant chez lui, c'est ce pragmatisme radical. Tout part de la base, de l'individu. Avant de changer le monde, change-toi toi-même. C'est ça. Il faut se concentrer sur ce qu'il appelle les grandes petites choses. L'esprit positif, l'initiative, l'honnêteté scrupuleuse et cette fameuse fiabilité. Exactement. Pour lui, le progrès, ça ne se réclame pas dans des discours, ça se construit, brique par brique. Ça se démontre par des résultats concrets, des leçons de choses. La performance et la preuve par l'exemple, c'est ça sa stratégie. Et la seule force que rien ne peut neutraliser, selon lui, c'est une vie élevée, pure, simple et utile. Et en refermant ces textes, je me suis posé une question qui me semble très pertinente aujourd'hui. Washington mettait sans cesse en garde contre la poursuite des ombres, les titres, l'apparence. Avant d'avoir bâti la substance, les compétences, la stabilité économique. Voilà. La question qui se pose alors est la suivante. Dans notre monde actuel, qui est obsédé par l'image, la marque personnelle, le statut qu'on affiche partout, que signifie encore se concentrer sur la substance plutôt que sur l'ombre? Ce conseil vieux d'un siècle est-il devenu obsolète ou est-il au contraire plus vital que jamais?